Fermez les yeux un instant. Imaginez l'immensité silencieuse de l'espace. Des milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles, dérivent dans une danse lente et éternelle. Entre elles, des distances si vastes que la lumière elle-même met des millions d'années à les franchir. Cet univers, si majestueux et si vide à la fois, semble nous imposer une loi immuable, l'isolement. Mais, et si cette loi était sur le point d'être brisée? Et si, caché dans la lueur d'un amas de galaxies lointains, se trouvait non pas un cul-de-sac, mais une porte? Une découverte récente, à la frontière de nos capacités technologiques et de notre imagination la plus folle, suggère précisément cela. Les scientifiques pensent avoir détecté l'impensable, un trou de verre stable, un véritable pont spatio-temporel, un raccourci à travers le tissu même de la réalité. Dans les minutes qui suivent, nous n'allons pas seulement vous rapporter une nouvelle scientifique. Nous allons entreprendre un voyage. Un voyage apaisant et fascinant au cœur de ce mystère, pour comprendre comment cette anomalie cosmique a été trouvée, ce qu'elle signifie, et ce qu'elle nous révèle sur la nature profonde de notre univers. Préparez-vous à laisser derrière vous les certitudes et à contempler une possibilité qui, jusqu'à hier, n'appartenait qu'à la science-fiction. Avant de nous aventurer dans les profondeurs de cette découverte, prenons un moment pour poser les fondations. Qu'est-ce qu'un trou de verre, au juste? Le terme, popularisé par la science-fiction, évoque des images de tunnels lumineux et de voyages instantanés. Mais son origine est bien plus profonde, ancrée dans la théorie la plus élégante du XXe siècle, la relativité générale d'Albert Einstein. En 1935, Einstein et son collègue Nathan Rosen, en explorant les mathématiques complexes de la relativité, ont découvert une solution surprenante. Leurs équations suggéraient l'existence de ponts, des tunnels théoriques connectant deux points distincts de l'espace-temps. Imaginez l'univers non pas comme une surface plane, mais comme une feuille de papier. Pour aller d'un point à un autre, le chemin le plus court est une ligne droite. Mais que se passerait-il si vous pouviez plier cette feuille et percer un trou pour connecter directement les deux points? C'est l'idée fondamentale du pont d'Einstein-Rosen, ou trou de verre. Cependant, pendant des décennies, cette idée est restée une pure curiosité mathématique. Les calculs montraient que de tels ponts seraient incroyablement instables. Ils s'effondreraient sur eux-mêmes en un instant, plus vite que la lumière ne pourrait les traverser, les rendant totalement inutilisables. Pire encore, pour maintenir un trou de verre ouvert, il faudrait une forme de matière aux propriétés défiant l'imagination, une matière exotique avec une masse et une pression négatives. Une substance qui, pour autant que nous le sachions, n'existe pas. C'est pourquoi la découverte dont nous allons parler est si révolutionnaire. Elle ne concerne pas une simple curiosité mathématique, mais un objet qui semble être là, stable, et qui nous force à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur les lois de l'univers. Notre histoire commence dans une région du ciel nocturne qui, à première vue, ne semble pas différente des autres. C'est une tache de lumière diffuse, à peine perceptible, située à des centaines de millions d'années-lumière de la Terre. Il s'agit de l'amas de galaxies de Pégase 3, un conglomérat colossal de milliers de galaxies, liées entre elles par la force invisible de la gravité. Imaginez une métropole cosmique, où chaque point lumineux n'est pas un bâtiment, mais une galaxie entière, avec ses propres milliards de soleils et de planètes. Ces amas sont les structures les plus massives de l'univers connu, des laboratoires naturels, où les théories sur la gravité, la matière noire et l'énergie sombre peuvent être mises à l'épreuve. Les astronomes étudient Pégase, 3 depuis des décennies, cartographiant ces galaxies, mesurant sa masse, analysant le gaz chaud qui baigne l'espace intergalactique. C'est un travail patient, méticuleux, qui consiste à collecter des photons qui ont voyagé à travers le cosmos depuis l'époque où les dinosaures commençaient à peine à apparaître sur Terre. Pendant longtemps,
Pégase 3 a été considéré comme un amas typique, un exemple parfait de la structure à grande échelle de l'univers. Mais au plus profond de son cœur, là où la densité de galaxies est la plus forte et où la gravité atteint son paroxysme, quelque chose d'étrange se produisait. Une anomalie subtile, une dissonance dans l'harmonie cosmique qui a commencé à attirer l'attention des télescopes les plus puissants de l'humanité. C'était le premier murmure d'un secret extraordinaire, une énigme cachée à la vue de tous, attendant simplement que notre regard devienne assez perçant pour la déceler. Cet amas, autrefois banal, allait devenir le théâtre de l'une des quêtes scientifiques les plus passionnantes de notre époque. Alors, quelle était cette première anomalie, ce premier fil qui, une fois tiré, allait défaire toute la tapisserie de nos certitudes? Tout a commencé avec un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle. C'est l'un des effets les plus spectaculaires prédits par la théorie de la relativité d'Einstein. L'idée est que la masse courbe l'espace-temps. Imaginez que vous posez une boule de bowling sur un trampoline. Elle crée un creux. Une bille, roulant à proximité, verra sa trajectoire déviée par cette courbure. Dans l'espace, la lumière se comporte de la même manière. Lorsqu'elle passe à proximité d'un objet très massif, comme un amas de galaxies, sa trajectoire est courbée. L'amas agit comme une loupe cosmique géante, déformant, magnifiant et parfois même dupliquant la lumière des galaxies situées bien plus loin derrière lui. Les astronomes utilisent cet effet pour observer des objets qui seraient autrement trop lointains et trop faibles pour être vus. En étudiant l'amas de Pégase 3, ils ont remarqué quelque chose de très étrange dans la façon dont la lumière des galaxies d'arrière-plan était déformée. Les modèles informatiques, basés sur la masse visible des galaxies et la masse supposée de la matière noire, ne parvenaient pas à reproduire les observations. Il y avait une distorsion en trop, une courbure de la lumière qui ne correspondait à aucune concentration de matière connue. C'était comme regarder à travers une lentille de verre et remarquer une ondulation étrange, une imperfection qui ne devrait pas être là. Cette distorsion était particulièrement prononcée autour du centre exact de l'amas, une petite région de l'espace qui semblait presque vide. Comment le vide apparent pouvait-il courber la lumière plus puissamment que des milliers de galaxies réunies? C'était un paradoxe, une énigme gravitationnelle qui a laissé les scientifiques perplexes pendant des années. Face à cette énigme gravitationnelle, la communauté scientifique a mobilisé ses outils les plus avancés. Ce n'était plus une simple observation, c'était une véritable enquête cosmique. Le télescope spatial Hubble, avec sa vision d'une netteté inégalée dans le spectre visible, a été chargé de cartographier avec une précision extrême la forme des galaxies déformées, ces fameux arcs gravitationnels. Chaque pixel de ces images était une pièce du puzzle, révélant les subtilités de la courbure de l'espace-temps. Mais la lumière visible ne raconte qu'une partie de l'histoire. L'observatoire de rayons X. Chandra a donc été pointé vers le cœur de Pégase 3. Les amas de galaxies sont remplis d'un gaz extrêmement chaud à des millions de degrés, qui est invisible à nos yeux mais qui brille intensément en rayons X. La distribution de ce gaz est un excellent traceur de la gravité. Là encore, les données de Chandra ont révélé une anomalie. Le gaz au centre de l'amas se comportait de manière anormale, comme s'il était repoussé ou attiré par quelque chose d'invisible et de non conventionnel. Enfin, le télescope spatial James Webb, avec sa capacité à voir dans l'infrarouge, a apporté une perspective nouvelle et cruciale. Webb peut voir à travers les nuages de poussière et observer les étoiles les plus anciennes et les plus lointaines. Il a scruté le centre de l'amas, cherchant une concentration cachée d'étoiles ou de matière qui pourrait expliquer la distorsion. Il n'a rien trouvé. Le centre était bel et bien vide de matière ordinaire. C'est la combinaison de ces trois perspectives, visibles, rayons X et infrarouges,
qui a rendu l'énigme insoluble par les moyens conventionnels. Chaque nouvel instrument, au lieu de résoudre le mystère, ne faisait que le rendre plus profond. Il ne s'agissait pas d'une erreur de mesure ou d'une mauvaise interprétation. Il y avait bien, au cœur de Pégase 3, un objet gravitationnel qui ne correspondait à rien de ce que nous connaissions. Pour vraiment saisir la portée de cette anomalie, il nous faut plonger un peu plus profondément dans la beauté de la lentille gravitationnelle. Ce n'est pas simplement une distorsion, c'est une carte. Une carte de la distribution de la masse, y compris la masse invisible de la matière noire. En mesurant précisément la déformation de chaque galaxie d'arrière-plan, les astrophysiciens peuvent, par un processus de calcul inverse, reconstruire une carte tridimensionnelle de la matière dans l'amas. C'est une technique d'une puissance incroyable qui nous permet de voir l'invisible. Normalement, ces cartes de masse révèlent de grands halos diffus de matière noire entourant les galaxies individuelles, avec une concentration plus importante au centre de l'amas, là où la gravité est la plus forte. C'est ce que les modèles prédisent, et c'est ce que nous observons dans la quasi-totalité des amas de galaxies étudiés. Mais dans le cas de Pégase 3, la carte était fausse. Le centre de l'amas, qui aurait dû être le pic de densité de matière, présentait une signature gravitationnelle complètement différente. Au lieu d'une lentille convexe, qui concentre la lumière comme une loupe, les données suggéraient la présence d'une composante concave, une lentille divergente qui semblait écarter la lumière d'une manière très particulière. C'était un effet subtil, masqué par l'immense effet convergent de l'amas tout entier, mais il était là, indéniable dans les données. Imaginez que vous regardez le reflet du monde dans une boule de Noël. Tout est courbé et concentré vers le centre. Maintenant, imaginez qu'au centre exact de cette boule, il y ait une petite bulle d'air qui crée une distorsion inversée. C'est l'image la plus proche de ce que les astronomes observaient. Une lentille dans la lentille, un effet gravitationnel qui ne tirait pas mais qui semblait pousser. Face à un résultat aussi extraordinaire, la première réaction de tout bon scientifique n'est pas l'enthousiasme, mais le scepticisme. Avant d'invoquer des explications exotiques, il faut méthodiquement éliminer toutes les possibilités plus banales. C'est le cœur de la méthode scientifique, la rigueur et la prudence. La première hypothèse était simple. Et s'il s'agissait d'une concentration de matière noire aux propriétés inhabituelles? La matière noire, par définition, est une substance que nous ne comprenons pas. Peut-être que dans les conditions extrêmes du centre d'un amas, elle se comporte différemment. Des simulations informatiques complexes ont été lancées, testant des dizaines de modèles de matière noire, des plus simples aux plus exotiques. Aucun n'a réussi à reproduire l'effet de lentille divergente observé. La matière noire, quelle que soit sa nature, a une masse positive et donc un effet gravitationnel attractif. L'hypothèse a été écartée. La deuxième idée était de se tourner vers le trou noir supermassif qui se trouve probablement au centre de la galaxie centrale de l'amas. Ces monstres cosmiques peuvent avoir une masse de plusieurs milliards de soleils. Leur gravité est immense. Mais même là, le compte n'y était pas. Un trou noir, aussi massif soit-il, crée une lentille convergente très puissante et non l'anomalie observée. De plus, un trou noir supermassif actif est généralement entouré d'un disque d'accrétion brillant et émet des jets de particules. Or, le centre de Pégase 3 était remarquablement calme et sombre. Une autre possibilité, plus étrange, a été envisagée. Une corde cosmique, un défaut topologique hypothétique laissé par les premiers instants de l'univers. Ces objets théoriques, incroyablement denses et fins, pourraient créer des effets de lentilles très particuliers. Mais là encore, la signature gravitationnelle ne correspondait pas. Une corde cosmique créerait des images doubles bien spécifiques, ce qui n'était pas le cas ici. Une par une,
toutes les explications connues ou même spéculatives de la physique conventionnelle ont été testées et rejetées. Le mystère de Pégase III résistait à toutes les tentatives de le rationaliser. C'est dans ce contexte d'impasse intellectuelle, après des années d'observation et d'élimination d'hypothèses, qu'une équipe de théoriciens a osé proposer une solution radicale. Une idée si audacieuse qu'elle semblait tout droit sortie d'un roman d'Arthur C. Clarke. Et si l'objet au centre de Pégase III n'était pas un objet dans notre univers, mais une porte à travers lui? Et si cette anomalie gravitationnelle était la signature, non pas d'une concentration de matière, mais de l'embouchure d'un trou de verre? C'est le moment Eureka, l'instant où la perspective change complètement. L'idée est la suivante. Un trou de verre, par sa nature même de tunnel à travers l'espace-temps, possède une topologie très particulière. Son entrée, ou sa bouche, se comporterait comme une lentille gravitationnelle unique. Contrairement à un trou noir qui n'a qu'une entrée, un trou de verre traversable en a deux. La lumière ne ferait pas que tomber dedans, elle pourrait aussi en sortir. Selon les modèles théoriques développés par des physiciens comme Kip Thorne, l'embouchure d'un trou de verre traversable produirait un effet de lentille gravitationnelle qui combine des aspects convergents et divergents. Plus précisément, il produirait un effet de défocalisation caractéristique. C'est exactement l'effet concave que les observations semblaient indiquer. Soudain, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. L'absence de matière visible au centre, le comportement étrange du gaz chaud, et surtout, cette signature gravitationnelle unique qui ne correspondait à rien d'autre. L'hypothèse du trou de verre n'était plus une simple fantaisie, elle était devenue l'explication la plus parcimonieuse et la plus élégante pour l'ensemble des données observées. Bien sûr, c'est une affirmation extraordinaire qui exige des preuves extraordinaires. Mais pour la première fois, nous n'avions pas seulement une curiosité mathématique, mais un candidat observationnel, un endroit précis dans le ciel vers lequel nous pouvions pointer nos instruments et dire « peut-être que la porte est là ». L'aspect le plus incroyable de cette hypothèse n'est pas seulement la détection d'un trou de verre, mais la détection d'un trou de verre stable. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons revenir au problème fondamental qui a relégué les ponts d'Einstein-Rosen au rang de curiosité théorique pendant si longtemps. Imaginez notre tunnel spatio-temporel. Sa propre gravité est si intense qu'elle tend à le faire s'effondrer sur lui-même. Les murs du tunnel se précipiteraient les uns vers les autres à la vitesse de la lumière, refermant le passage avant que quoi que ce soit, même un simple photon, n'ait eu le temps de le traverser. Un trou de verre normal est une impasse, un pont qui s'écroule au moment même où l'on pose le pied dessus. C'est là qu'intervient le concept de stabilité. Pour qu'un trou de verre soit traversable, pour qu'il reste ouvert suffisamment longtemps pour permettre un passage, il faut quelque chose pour contrer cette tendance à l'effondrement. Il faut une sorte d'échafaudage cosmique qui maintiendrait les murs du tunnel écartés. Cet échafaudage, les physiciens l'ont baptisé matière exotique. C'est une substance hypothétique qui posséderait une propriété ahurissante, une densité d'énergie négative, ce qui se traduit par un effet gravitationnel répulsif. Au lieu d'attirer la matière et de courber l'espace-temps de manière convexe, comme la matière ordinaire, la matière exotique le repousserait, créant une courbure concave. Elle est l'antigravité incarnée. La détection d'une signature de lentille divergente au cœur de Pégase, 3 est donc bien plus qu'une simple curiosité. C'est une preuve indirecte, mais puissante, de la présence de cet ingrédient essentiel. C'est cet effet de défocalisation qui suggère que l'embouchure du trou de verre n'est pas en train de s'effondrer, mais qu'elle est activement maintenue, ouverte par une force qui s'oppose à la gravité. Le terme « stable » signifie donc que cet objet n'est pas un phénomène éphémère, mais une structure pérenne du tissu cosmique, un pont permanent, pas un pont-levis. Les données recueillies par les télescopes ne se contentent pas de suggérer la présence d'un trou de verre stable.
Elles nous fournissent également des indices précieux sur sa nature. L'un des aspects les plus fascinants est l'évidence de sa stabilité sur le long terme. Comment les scientifiques peuvent-ils en être si sûrs? La réponse se trouve dans l'environnement même de l'objet. L'amas de Pégase 3 est un endroit dynamique et violent. Des galaxies entières s'y croisent, fusionnent, et des quantités colossales de matière et d'énergie sont constamment en mouvement. Si le trou de verre était une structure fragile, il aurait été perturbé et détruit depuis longtemps par les interactions gravitationnelles environnantes. Or, les observations montrent une structure remarquablement symétrique et non perturbée. La lentille gravitationnelle est propre, nette, ce qui suggère que l'objet qui la cause est dans un état d'équilibre depuis des millions, voire des milliards d'années. De plus, les observations en rayons X du gaz chaud autour du centre de l'amas révèlent une sorte de cavité, une région où le gaz est moins dense et plus froid que prévu. C'est comme si une pression invisible émanant de l'embouchure du trou de verre repoussait le gaz intergalactique. Cette cavité est parfaitement sphérique, signe d'un phénomène constant et isotrope qui agit de la même manière dans toutes les directions. Cette respiration de l'objet, qui repousse la matière environnante, est une autre preuve de la présence de la pression négative associée à la matière exotique. Ce n'est pas un objet passif, c'est une structure active qui interagit avec son environnement et le sculpte. Cette stabilité n'est pas statique, elle est dynamique. C'est un équilibre délicat entre l'attraction gravitationnelle de l'amas environnant et la répulsion exotique de la bouche du trou de verre. Un équilibre qui, selon les calculs, a pu se maintenir depuis les premiers âges de la formation de l'amas. Approfondissons ce concept de matière exotique, car il est la clé de voûte de toute cette découverte. Pour notre intuition, habituée à un monde où la masse est toujours positive et où la gravité attire toujours, l'idée même de masse ou d'énergie négative semble absurde. Pourtant, dans le monde étrange de la physique quantique, ce n'est pas si farfelu. La physique quantique nous dit que le vide n'est pas vraiment vide. Il est rempli d'un bouillonnement constant de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en une fraction de seconde. Dans certaines conditions très spécifiques, par exemple près de l'horizon d'un trou noir ou dans des champs gravitationnels intenses, il est théoriquement possible de créer des régions de l'espace où la densité d'énergie de ce vide quantique devient négative par rapport au vide environnant. C'est ce qu'on appelle l'effet Casimir. Imaginez deux plaques métalliques très proches dans le vide. Le nombre d'ondes de particules virtuelles pouvant exister entre les plaques est limité, alors qu'il n'y a pas de limite à l'extérieur. Cela crée une différence de pression qui pousse les plaques l'une vers l'autre. L'énergie entre les plaques est devenue négative. Les théoriciens pensent qu'un mécanisme similaire, mais à une échelle cosmique et stabilisé par des processus que nous ne comprenons pas encore, pourrait être à l'œuvre pour maintenir le trou de verre de Pégase 3 ouvert. Il ne s'agirait pas d'une substance que l'on pourrait mettre dans une bouteille, mais plutôt d'une propriété du tissu spatio-temporel lui-même, une configuration spécifique de champ d'énergie quantique. Cette matière exotique ne serait donc pas la cause du trou de verre, mais une partie intégrante de sa structure, la géométrie de l'espace-temps et la distribution de l'énergie étant intimement liées, comme l'a montré Einstein. La découverte de Pégase 3 serait alors la première preuve observationnelle que ces effets quantiques, habituellement confinés au monde microscopique, peuvent avoir des conséquences macroscopiques et structurer l'univers à grande échelle. Grâce à la précision des données de lentilles gravitationnelles, les scientifiques peuvent commencer à brosser un portrait robot de cette porte cosmique. À quoi ressemblerait l'embouchure du trou de verre si nous pouvions nous en approcher? Oubliez les images de tunnels tourbillonnants de la science-fiction. La réalité, ou du moins ce que les modèles nous en disent, serait à la fois plus subtile et plus impressionnante.
L'embouchure elle-même serait probablement invisible. Ce n'est pas un objet fait de matière, c'est une déformation de la géométrie de l'espace. Ce que nous verrions serait l'effet de cette déformation sur la lumière environnante. L'embouchure se manifesterait comme une sphère parfaite de distorsion visuelle. En regardant vers elle, le ciel étoilé en arrière-plan serait déformé d'une manière unique. Vous ne verriez pas un disque noir comme pour un trou noir, car la lumière ne serait pas capturée, mais simplement déviée. Imaginez regarder à travers une boule de cristal parfaite. Les objets derrière elle apparaissent déformés, inversés, mais ils sont toujours visibles. La lumière des étoiles et des galaxies passant près du bord de la sphère serait intensément courbée, créant un fin anneau de lumière brillant, connu sous le nom d'anneau d'Einstein. Mais la caractéristique la plus étrange serait ce que vous verriez en regardant directement au centre de la sphère. Vous ne verriez pas les étoiles situées directement derrière. Au lieu de cela, vous verriez une image déformée et bleutée de l'univers tel qu'il apparaît de l'autre côté du trou de verre. Ce serait une fenêtre. Une fenêtre sur un autre lieu et peut-être un autre temps. La taille de cette sphère, calculée à partir de l'amplitude de l'effet de lentille, est stupéfiante. Les estimations actuelles parlent d'un diamètre de plusieurs centaines d'années-lumière. Assez grand pour qu'une galaxie naine entière puisse le traverser. Ce n'est pas une porte dérobée, c'est une autoroute cosmique. Si l'embouchure est la porte, qu'en est-il du passage lui-même? Le gorge du trou de verre, comme l'appellent les physiciens, est la partie la plus mystérieuse de la structure. Les données de lentilles gravitationnelles nous donnent des informations sur l'entrée, mais ce qui se trouve à l'intérieur reste du domaine de la physique théorique. Cependant, nous pouvons en déduire quelques propriétés. Premièrement, la longueur. Un trou de verre n'est pas nécessairement un raccourci en termes de distance à parcourir à l'intérieur. Sa gorge pourrait mesurer des milliards d'années-lumière de long. Son avantage réside dans le fait qu'il connecte deux points très éloignés de l'univers extérieur. C'est comme creuser un tunnel de 10 km sous une montagne pour éviter un trajet de 100 km par la route. Le tunnel lui-même est long, mais le voyage global est beaucoup plus court. Deuxièmement, sa géométrie. Les modèles les plus simples décrivent une gorge qui se rétrécit progressivement à partir de l'embouchure jusqu'à un point central, puis s'élargit à nouveau vers la sortie. Les dimensions de ce point le plus étroit sont cruciales. Les calculs, basés sur la stabilité observée du trou de verre de Pégase, suggèrent que même en son point le plus étroit, la gorge mesurerait encore plusieurs années-lumière de diamètre. Cela signifie qu'il n'y a pas de singularité écrasante comme dans un trou noir. L'espace-temps y est fortement courbé, mais il reste lisse et navigable. Un voyageur qui traverserait la gorge ne verrait pas de mur. L'espace autour de lui serait simplement étrange. La lumière venant des deux embouchures se mélangerait, créant des motifs visuels complexes et déroutants. Les notions de haut, bas, gauche et droite perdraient probablement leur sens, remplacées par une géométrie non euclidienne difficile à imaginer pour nos cerveaux habitués à 3 dimensions. Le voyage à travers la gorge ne serait pas instantané. Il prendrait du temps, un temps qui dépendrait de la vitesse du voyageur et de la longueur de la gorge. C'est la question à 1 million de milliards de dollars. Si cette porte existe, où mène-t-elle? C'est l'un des aspects les plus frustrants et les plus excitants de cette découverte. Nos données actuelles ne nous permettent pas de répondre avec certitude. Nous voyons l'entrée, nous pouvons déduire les propriétés du passage, mais la destination reste un mystère. Cependant, nous avons des indices. Le premier indice est la lumière qui pourrait fuir de l'autre côté. Comme nous l'avons mentionné, en regardant au centre de l'embouchure, nous devrions voir une image de l'autre sortie,
Cette image est extrêmement déformée et sa lumière est fortement décalée vers le bleu en raison de la gravité, un effet de blue shift gravitationnel. Les astronomes analysent méticuleusement le spectre de la lumière provenant du centre de l'anomalie, cherchant des signatures qui ne correspondent à rien dans notre univers local. Ils cherchent des spectres d'étoiles ou de gaz appartenant à une galaxie lointaine, ou peut-être même autre chose. Plusieurs hypothèses sont sur la table. La plus simple est que le trou de verre connecte deux points de notre propre univers, mais séparés par une distance immense. L'autre extrémité pourrait se trouver dans une autre galaxie, à des milliards d'années-lumière de Pégase 3. Ce serait déjà une révolution, transformant notre vision d'un univers où les distances sont des barrières absolues. Une deuxième hypothèse, plus audacieuse, est que le trou de verre pourrait connecter deux époques différentes. Il pourrait être un pont non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Cependant, la plupart des physiciens pensent que la création d'une machine à remonter le temps de ce type engendrerait des paradoxes qui la rendraient instable. La troisième hypothèse, la plus vertigineuse, est que le trou de verre ne mène pas à un autre point de notre univers, mais à un autre univers. Un univers bulle parallèle avec potentiellement ses propres lois physiques. C'est le concept du multivers. Pour l'instant, c'est de la pure spéculation, mais le trou de verre de Pégase 3 est le premier objet observationnel qui pourrait, un jour, nous permettre de tester cette idée. Une structure aussi massive et stable que le trou de verre de Pégase 3 ne peut exister dans le vide. Elle doit puiser son énergie quelque part pour maintenir son équilibre et sa structure. Mais quel pourrait être le moteur d'un tel objet cosmique ? La source d'énergie la plus évidente est l'environnement incroyablement riche de l'amas de galaxies lui-même. L'embouchure du trou de verre est baignée dans un flux constant de matière, de rayonnement et de champs gravitationnels. Une théorie suggère que le trou de verre pourrait se nourrir de la matière noire de l'amas. En accrétant lentement le halo de matière noire environnant, il pourrait convertir cette masse en l'énergie négative nécessaire pour maintenir sa gorge ouverte. Ce serait un processus d'une efficacité redoutable, un véritable moteur cosmique transformant la substance la plus abondante mais la plus mystérieuse de l'univers en un échafaudage spatio-temporel. Une autre possibilité est liée à l'énergie du vide quantique. La géométrie extrême de l'embouchure pourrait agir comme un catalyseur, extrayant l'énergie directement du tissu de l'espace-temps pour se maintenir. Dans ce scénario, le trou de verre ne consommerait rien. Il manipulerait simplement l'énergie inhérente au vide. Cela expliquerait pourquoi le centre de l'amas semble si calme et pourquoi il n'y a pas de signature d'accrétion de matière ordinaire comme un disque brillant. Enfin, il y a une idée plus spéculative. Et si le trou de verre n'était pas alimenté par notre côté, mais par l'autre ? L'énergie nécessaire à sa stabilisation pourrait provenir de l'univers ou de la région de l'espace à laquelle il est connecté. Il pourrait y avoir un flux net d'énergie à travers la gorge, faisant de notre embouchure une sorte de dissipateur thermique pour des processus énergétiques se déroulant de l'autre côté. Comprendre la source d'énergie du trou de verre est une étape cruciale. Cela nous en dirait non seulement plus sur la nature de l'objet lui-même, mais aussi sur les lois fondamentales de la conservation de l'énergie dans des contextes gravitationnels extrêmes. La découverte d'un trou de verre stable ne remet pas en cause la théorie de la relativité générale d'Einstein. Au contraire, elle en est une confirmation spectaculaire. Souvenez-vous, les ponts d'Einstein-Rosen sont une solution mathématique directe de ces équations. Trouver un tel objet dans la nature serait l'une des plus belles validations de sa théorie, un siècle après sa publication. Cependant, cette découverte pousse la relativité générale dans ses derniers retranchements et met en lumière ses limites. La relativité générale est une théorie classique.
Elle décrit la gravité comme une courbure continue de l'espace-temps, mais elle ne dit rien sur ce qui se passe à très petite échelle, le monde de la physique quantique. Or, pour comprendre la structure d'un trou de verre et la nature de la matière exotique qui le stabilise, une théorie classique ne suffit pas. Nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique, le saint graal de la physique moderne, qui unifierait la relativité, le très grand, et la mécanique quantique, le très petit. Le trou de verre de Pégase 3 devient ainsi un laboratoire naturel pour tester les idées sur la gravité quantique. Des théories comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle font des prédictions différentes sur la nature de l'espace-temps à l'échelle de Planck et sur la possibilité de l'énergie négative. En étudiant en détail les propriétés du trou de verre, la forme exacte de sa lentille gravitationnelle, son spectre d'émission, ses fluctuations, nous pourrions être en mesure de départager ces théories. C'est un dialogue fascinant entre l'observation et la théorie. Einstein nous a donné la carte, mais elle est incomplète. La découverte de Pégase 3 nous montre où se trouvent les territoires inexplorés sur cette carte, et elle nous fournit des indices concrets pour dessiner la suite. Ce n'est pas la fin de la physique, mais le début d'un nouveau chapitre passionnant, où l'infiniment grand nous renseigne sur l'infiniment petit. Comme on peut s'y attendre, une annonce d'une telle ampleur a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique mondiale. La réaction a été un mélange fascinant d'excitation intense et de scepticisme prudent. C'est ainsi que la science progresse. L'équipe à l'origine de la découverte a publié ses résultats dans une revue scientifique de premier plan après un processus de peer review, évaluation par les pairs, extrêmement rigoureux. D'autres experts médicaux du domaine, indépendants, ont scruté chaque ligne de calcul, chaque donnée, chaque interprétation, cherchant la moindre faille dans le raisonnement. C'est une étape essentielle pour garantir la validité des résultats. Immédiatement, des dizaines d'autres équipes d'astronomes à travers le monde ont demandé du temps d'observation sur les plus grands télescopes pour vérifier les données de manière indépendante. Ils ont pointé leurs instruments vers Pégase 3, espérant soit confirmer les conclusions, soit trouver une explication alternative que l'équipe initiale aurait manqué. C'est une course contre la montre, une compétition saine qui est le moteur de la découverte scientifique. Du côté des physiciens théoriciens, l'annonce a été accueillie avec un enthousiasme débordant. Pour eux, qui travaillent depuis des décennies sur des modèles de gravité quantique et de matière exotique, c'est la première fois qu'ils ont des données réelles sur lesquelles se baser. Des centaines de nouveaux articles théoriques ont été publiés en quelques mois, proposant des modèles pour expliquer la formation, la stabilité et les propriétés du trou de verre. Bien sûr, il y a aussi des voix sceptiques. Certains scientifiques restent convaincus qu'une explication plus conventionnelle, bien que non encore découverte, finira par émerger. Ils soulignent le caractère indirect des preuves. Nous ne voyons pas le trou de verre, nous en déduisons l'existence à partir de ses effets gravitationnels. Ce débat est sain et nécessaire. C'est ce processus de questionnement, de vérification et de contre-argumentation qui finira par transformer cette hypothèse extraordinaire en un fait scientifique établi. Profitons de cette occasion pour déconstruire un mythe tenace, largement popularisé par les films et les séries, l'idée que les trous de verre sont des portails de transport instantanés. On y voit souvent des personnages entrer d'un côté et ressortir de l'autre en une fraction de seconde, comme s'ils franchissaient une simple porte. La réalité, selon la physique que nous connaissons, serait bien différente. Le voyage à travers la gorge du trou de verre prendrait du temps. Comme nous l'avons dit, la gorge peut avoir une longueur considérable. Même en voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière, la traversée pourrait prendre des jours, des mois, voire des années du point de vue du voyageur. Le véritable gain de temps ne vient pas de la vitesse de la traversée, mais de la réduction drastique de la distance à parcourir dans l'univers normal. De plus,
le temps s'écoulerait différemment pour le voyageur par rapport à ceux restés en arrière. C'est l'effet de dilatation du temps, une autre prédiction de la relativité d'Einstein. En raison des vitesses élevées et des champs gravitationnels intenses, un voyageur pourrait revenir de son périple pour découvrir que des siècles, voire des millénaires, se sont écoulés sur Terre. Le trou de verre n'est donc pas une porte magique, mais un environnement physique complexe avec ses propres règles. Il ne supprime pas le temps de voyage, il le redéfinit. C'est un raccourci dans l'espace, oui, mais pas nécessairement un raccourci dans le temps subjectif. Comprendre cette nuance est essentiel pour apprécier la véritable nature de ces objets. Ils ne sont pas des outils de téléportation, mais de véritables routes cosmiques qu'il faut emprunter et parcourir. C'est une perspective peut-être moins magique, mais bien plus fascinante d'un point de vue physique. Il est naturel de se demander en quoi cet objet diffère d'un autre monstre cosmique bien plus connu, le trou noir. Bien que tous deux soient des manifestations extrêmes de la gravité, ils sont fondamentalement différents, presque des opposés. La différence la plus cruciale est l'horizon des événements. Un trou noir est défini par cette surface de non-retour. Tout ce qui franchit l'horizon des événements, y compris la lumière, est piégé à jamais et ne peut en ressortir. C'est une voie à sens unique vers une singularité centrale où les lois de la physique s'effondrent. Un trou de verre traversable, par définition, n'a pas d'horizon des événements. Il a deux embouchures, une entrée et une sortie, qui sont interchangeables. La lumière et la matière peuvent y entrer, le traverser et en ressortir de l'autre côté. C'est une voie à double sens. Cette différence fondamentale a des conséquences observationnelles majeures. Un trou noir est noir parce qu'il absorbe toute la lumière. Nous ne le détectons que par la matière qui tombe dedans et qui s'échauffe en formant un disque d'accrétion ou par ses effets gravitationnels. L'embouchure d'un trou de verre, elle, n'absorberait pas la lumière de la même manière. Comme nous l'avons vu, elle agirait comme une lentille complexe. Elle pourrait même être une source de lumière si de la lumière ou du rayonnement de l'autre côté parvenait à la traverser. Une autre différence clé est ce qui se trouve au centre. Pour un trou noir, de type Schwarzschild, le plus simple, c'est une singularité, un point de densité infini. Pour un trou de verre, il n'y a pas de singularité. La gorge est un passage lisse à travers l'espace-temps. On pourrait dire qu'un trou noir est une impasse de l'univers, alors qu'un trou de verre est un passage. L'un est une prison, l'autre une porte. C'est cette nature de pont qui rend la découverte de Pégase si radicalement différente de toutes les découvertes de trous noirs qui l'ont précédée. Si nous ne pouvons pas encore y voyager, pouvons-nous au moins écouter ce que ce trou de verre a à nous dire? Bien sûr, dans le vide de l'espace, il n'y a pas de son au sens où nous l'entendons. Mais les astronomes ont d'autres moyens d'écouter le cosmos. L'un d'eux est la radioastronomie. Les objets cosmiques émettent des ondes radio, et en les captant avec d'immenses antennes, nous pouvons obtenir des informations uniques sur leur nature. Les scientifiques utilisent des réseaux de radiotélescopes comme le VLA, Very Large Array, pour sonder le centre de Pégase 3. Ils recherchent une signature radio spécifique qui pourrait être associée au trou de verre. Par exemple, le plasma et les champs magnétiques interagissant avec la géométrie exotique de l'embouchure pourraient non se produire des émissions synchrotrons uniques. Ce serait comme entendre un bourdonnement radio caractéristique de l'objet. Une autre façon d'écouter est de chercher des ondes gravitationnelles. Ces ondulations dans le tissu de l'espace-temps, prédites par Einstein et détectées pour la première fois en 2015, sont générées par les événements les plus violents de l'univers, comme la fusion de trous noirs. Un trou de verre stable ne devrait pas émettre d'ondes gravitationnelles puissantes, mais il pourrait vibrer ou osciller très légèrement, créant un fond sonore, gravitationnel, très faible et continu.
Des détecteurs futurs, plus sensibles que nos LIGO et Virgo actuels, pourraient être capables de capter ce murmure gravitationnel, nous donnant des informations sur la structure interne de la gorge du trou de verre. Enfin, on peut écouter les neutrinos. Ces particules fantomatiques interagissent très peu avec la matière et peuvent traverser des distances cosmiques sans être déviées. Si des processus à haute énergie se produisent à l'intérieur ou à proximité du trou de verre, ils pourraient produire un flux de neutrinos. Détecter un excès de neutrinos venant de la direction de Pégase 3 serait une autre preuve indépendante et passionnante. Écouter le trou de verre sur tous ses spectres, des ondes radio aux ondes gravitationnelles, est la prochaine frontière de cette recherche. Laissons un instant la rigueur scientifique de côté et permettons-nous un voyage de l'esprit. Guidés par les modèles théoriques, essayons de visualiser ce que serait une traversée du trou de verre de Pégase 3. Notre vaisseau s'approche de cette sphère de distorsion, grande comme un système solaire. Le ciel devant nous se courbe et se déforme. Les constellations familières se transforment en arcs lumineux étirés autour de l'embouchure. Au centre, la fenêtre sur l'autre monde grandit, une image bleutée et scintillante d'un ciel inconnu. Nous franchissons le seuil. Il n'y a pas de choc, pas de secousse. C'est une transition douce. Nous sommes maintenant dans la gorge. L'univers que nous avons quitté est toujours visible derrière nous, mais il se contracte, se transformant en un cercle de lumière de plus en plus petit, comme l'a vu depuis un train qui s'éloigne du quai. Devant nous, l'univers de destination grandit, son image se clarifie. Nous sommes entre deux mondes. L'espace autour de nous n'est pas noir. Il est rempli de la lumière des deux univers, créant un panorama à 360 degrés d'une complexité et d'une beauté inimaginables. Des galaxies lointaines apparaissent dans des directions inattendues, leur lumière ayant suivi des trajectoires courbes à travers la gorge. Le temps lui-même semble s'étirer. Les horloges à bord ralentissent par rapport à celles de notre point de départ. Le voyage dure des semaines, des mois. Nous passons le point le plus étroit de la gorge, le col. C'est le point d'équilibre, le moment où l'attraction de notre univers d'origine est parfaitement contrebalancée par celle de notre univers de destination. Puis, la sortie s'approche. Le cercle de lumière de notre nouveau ciel s'élargit jusqu'à remplir tout notre champ de vision. Le ciel de notre origine n'est plus qu'un point brillant dans notre rétroviseur cosmique. Nous franchissons la deuxième embouchure, doucement, sans heurts. Le voyage est terminé. Le ciel autour de nous est complètement différent. De nouvelles constellations, de nouvelles galaxies, peut-être même de nouvelles couleurs. Nous sommes à des milliards d'années-lumière de la maison, arrivés en quelques mois. Et une fois le voyage terminé, qu'est-ce qui nous attendrait de l'autre côté ? Quel genre de paysage cosmique découvririons-nous en émergeant de la seconde embouchure ? L'analyse préliminaire du spectre de lumière provenant du cœur de l'anomalie de Pégase 3 nous donne quelques pistes fascinantes. Les signatures spectrales semblent indiquer que l'autre extrémité débouche près d'une galaxie spirale barrée, assez similaire à notre propre Voie lactée, mais beaucoup plus jeune. Les raies d'émission suggèrent une région de formation d'étoiles très active, remplie de nébuleuses roses et bleues, où de nouvelles générations de soleils sont en train de naître. Le ciel nocturne, vu depuis une planète hypothétique de ce côté, serait spectaculaire. La galaxie haute remplirait une grande partie de l'horizon, ses bras spiraux dessinant une arche majestueuse de lumière et de poussière. Le ciel serait également parsemé de jeunes amas d'étoiles bleues, des regroupements d'étoiles massives et chaudes qui ne vivent que quelques millions d'années. L'embouchure du trou de verre d'où nous viendrions serait également visible, mais avec des caractéristiques différentes. De ce côté, elle pourrait se comporter comme une fontaine,
de matière ou d'énergie, équilibrant ce qui est aspiré de notre côté. Elle pourrait être une source de rayons cosmiques ou de particules exotiques, créant des aurores boréales permanentes dans l'atmosphère des planètes proches. Ce nouvel environnement pourrait être radicalement différent du nôtre en termes de composition chimique. Les étoiles jeunes sont plus riches en métaux lourds. La vie, si elle existait, pourrait avoir eu accès à une chimie plus complexe dès le début. C'est une perspective vertigineuse. Le trou de verre ne serait pas seulement un pont entre deux lieux, mais entre deux environnements cosmiques distincts, chacun avec sa propre histoire et son propre potentiel. Il nous rappelle que notre coin de l'univers, avec ses propres galaxies et ses propres lois, n'est peut-être qu'un quartier dans une métropole cosmique infiniment plus vaste et plus diverse. Malgré la vision poétique d'un tel voyage, il est important de garder les pieds d'en bas sur Terre, ou du moins dans le vaisseau. Un périple à travers un trou de verre ne serait pas sans danger et ils sont considérables. Le premier risque est le rayonnement. Même si la gorge est stable, elle pourrait être remplie de particules à haute énergie et de rayons gamma, soit piégés dans la géométrie complexe de l'espace-temps, soit provenant de l'autre côté. Un blindage extrêmement efficace serait nécessaire pour protéger les voyageurs et les instruments. Le deuxième danger est lié aux forces de marée. Bien qu'il n'y ait pas de singularité, la gravité à l'intérieur de la gorge serait intense et non uniforme. Les forces de marée, c'est-à-dire la différence de force gravitationnelle entre la tête et les pieds d'un astronaute ou l'avant et l'arrière d'un vaisseau, pourraient être importantes. Si elles sont trop fortes, elles pourraient étirer et disloquer n'importe quelle structure matérielle. Les modèles actuels pour Pégase 3 sont rassurants sur ce point, suggérant que pour un objet aussi grand, les forces de marée au centre de la gorge seraient tolérables. Mais c'est une estimation qui demande à être confirmée. Le troisième risque est l'instabilité. Nous avons dit que le trou de verre était stable, mais cela ne signifie pas qu'il est immuable. Le simple fait d'envoyer un objet massif, comme un vaisseau spatial, à l'intérieur pourrait perturber l'équilibre délicat entre la gravité et l'énergie négative, et potentiellement provoquer l'effondrement de la gorge. Le premier voyageur pourrait aussi être le dernier. Enfin, il y a l'inconnu pur. Nous entrons dans un domaine où nos théories de la physique sont incomplètes. De nouvelles forces, de nouvelles particules, des interactions inconnues pourraient exister à l'intérieur de la gorge. Le voyage serait un saut dans l'inconnu, au sens le plus littéral du terme. Avant d'envisager un voyage habité, il faudrait envoyer des centaines de sondes robotiques pour cartographier l'environnement, mesurer les risques et s'assurer que le passage est sûr. Face à une structure d'une telle ampleur et d'une telle stabilité, une question audacieuse et presque philosophique se pose inévitablement. Ce trou de verre pourrait-il être artificiel? Pourrait-il être l'œuvre d'une intelligence bien plus ancienne et plus avancée que la nôtre? C'est une spéculation, mais une spéculation qui s'appuie sur des concepts scientifiques comme l'échelle de Kardashev. Proposée par l'astronome Nikolai Kardashev, cette échelle classe les civilisations en fonction de leur maîtrise de l'énergie. Une civilisation de type 1 maîtrise l'énergie de sa planète. Une civilisation de type 2 maîtrise l'énergie de son étoile, par exemple via une sphère de Dyson. Une civilisation de type 3, le sommet de l'échelle, maîtriserait l'énergie de sa galaxie entière. Une civilisation de type 3 aurait à sa disposition des quantités d'énergie si colossales que la manipulation de l'espace-temps à grande échelle, comme la création et la stabilisation d'un trou de verre, pourrait être à sa portée. Pour une telle civilisation, construire un réseau de trous de verre serait l'équivalent de la construction d'un réseau d'autoroutes ou de chemins de fer pour nous. Ce serait un moyen de connecter les différentes parties de leur empire galactique, ou même de voyager entre les galaxies. Dans cette perspective, le trou de verre de Pégase 3 ne serait pas un phénomène naturel, mais une œuvre d'ingénierie cosmique.
une infrastructure laissée par une civilisation disparue ou qui nous observe de loin. Comment pourrions-nous le savoir? Nous pourrions chercher des signes d'artificialité. Une structure trop parfaite, une signature énergétique qui ne correspond à aucun processus naturel connu, ou même des signaux complexes émanant de l'objet. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve en ce sens. L'hypothèse la plus simple reste que c'est un phénomène naturel rare. Mais cette idée, aussi folle soit-elle, nous force à considérer que si nous ne sommes pas seuls dans l'univers, les traces de nos voisins cosmiques pourraient ne pas être des signaux radio, mais des modifications du tissu même de la réalité. Cette découverte, si elle est confirmée, ne sort pas de nulle part. Elle est l'aboutissement de près d'un siècle de réflexion théorique, une conversation intellectuelle qui s'étend sur plusieurs générations de physiciens. Tout commence, comme nous l'avons dit, avec Albert Einstein et Nathan Rosen en 1935. Leur pont était une curiosité mathématique, une conséquence inattendue de leur théorie. Pendant des décennies, l'idée a été largement ignorée, considérée comme une bizarrerie sans pertinence physique. L'intérêt a été ravivé dans les années 1950 et 1960 par des physiciens comme John Wheeler, qui a d'ailleurs inventé le terme « trou de verre ». Wheeler a exploré la géométrodynamique, l'idée que la physique pourrait être entièrement décrite en termes de géométrie de l'espace-temps. Il a imaginé un mousse quantique à l'échelle la plus petite, où de minuscules trous de verre pourraient apparaître et disparaître constamment. Mais c'est dans les années 1980 que le concept de trou de verre traversable a véritablement pris son envol grâce aux travaux de Kip Thorne et de ses étudiants, notamment Mike Morris. Poussé par une demande de l'astronome Carl Sagan, qui cherchait un moyen scientifiquement plausible de voyage interstellaire pour son roman Contact, Thorne a étudié en détail la physique nécessaire pour maintenir un trou de verre ouvert. C'est là qu'il a formalisé la nécessité de la matière exotique. Ses travaux ont transformé le trou de verre d'une curiosité à un véritable problème de physique, avec des conditions et des contraintes précises. Depuis lors, des centaines de physiciens théoriciens ont exploré différentes facettes du problème. Comment créer un trou de verre, comment le stabiliser, comment y voyager. La découverte de Pégase 3 est un hommage à tous ces esprits brillants. Elle montre que les idées les plus abstraites, nées de la pure contemplation mathématique, peuvent finir par trouver un écho dans le monde réel. C'est la beauté de la physique théorique. Elle nous permet de voyager dans des mondes impossibles, jusqu'au jour où l'un de ces mondes se révèle être le nôtre. La détection d'un candidat trou de verre change complètement la donne pour les astronomes. Jusqu'à présent, chercher des trous de verre était comme chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique, sans même savoir à quoi ressemble une aiguille. Maintenant, nous avons une signature, une empreinte digitale gravitationnelle à rechercher. Une nouvelle ère de l'astronomie observationnelle commence, la chasse aux trous de verre. La première étape consiste à réanalyser les archives de données existantes. Des décennies de relevés du ciel, réalisés par des télescopes comme Hubble ou le Sloan Digital Sky Survey, contiennent des informations sur des millions de galaxies. Des algorithmes d'intelligence artificielle sont maintenant entraînés pour rechercher spécifiquement la signature de lentilles gravitationnelles anormales observées dans Pégase 3. Il est possible que d'autres candidats se cachent à la vue de tous, attendant simplement d'être reconnus. Ensuite, les futurs relevés du ciel, comme ceux qui seront menés par l'observatoire Vera C. Rubin au Chili, seront conçus en gardant cette recherche à l'esprit. Ce télescope va scanner l'ensemble du ciel austral toutes les quelques nuits, créant le film le plus détaillé de l'univers jamais réalisé. Il sera particulièrement apte à détecter les effets de lentilles gravitationnelles subtiles et pourrait découvrir des dizaines, voire des centaines de candidats trous de verre. On pourrait alors commencer à faire des statistiques. Les trous de verre sont-ils courants
ou extrêmement rares? Se forment-ils préférentiellement au centre des amas de galaxies ou peuvent-ils exister ailleurs, par exemple au centre de notre propre galaxie? Pourrait-il former un réseau cosmique, une sorte de toile d'araignée de raccourcis spatio-temporels qui sous-tend la structure de l'univers? Répondre à ces questions nous donnerait des indices fondamentaux sur la formation et l'évolution de l'univers, ainsi que sur les lois de la gravité quantique. La recherche ne fait que commencer. Pégase 3 nous a montré la carte au trésor. Il est maintenant temps de partir à la recherche des autres coffres. L'existence d'un réseau de trous de verre, même s'il est encore hypothétique, nous obligerait à repenser notre vision de la structure de l'univers à grande échelle. Actuellement, nous décrivons l'univers comme une toile cosmique. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles sont organisées en filaments gigantesques, en murs et en amas, séparés par d'immenses régions vides, les vides cosmiques. Cette structure est le résultat de l'effondrement gravitationnel de la matière, à la fois ordinaire et noire, depuis le Big Bang. Dans ce modèle, pour aller d'un amas à un autre, il faut suivre les autoroutes de Barbie de matière que sont les filaments. Un voyage qui prend des centaines de millions d'années-lumière. Les trous de verre introduiraient une nouvelle dimension à cette toile. Ils agiraient comme des hyperliens, connectant des points de la toile qui sont très éloignés les uns des autres. L'univers ne serait plus seulement connexe, il serait multiconnexe. La topologie de l'espace-temps serait bien plus complexe que nous ne l'imaginions. Imaginez la carte du métro de Londres. Vous pouvez suivre les lignes pour aller d'une station à l'autre, mais il y a aussi des correspondances qui vous permettent de sauter rapidement d'une ligne à l'autre. Les trous de verre seraient ces correspondances cosmiques. Cette nouvelle topologie pourrait résoudre certaines énigmes cosmologiques. Par exemple, l'étonnante uniformité du fond diffus cosmologique, le rayonnement résiduel du Big Bang, pourquoi des régions de l'univers qui n'ont jamais eu le temps d'échanger de l'information depuis le Big Bang ont-elles exactement la même température? La théorie de l'inflation cosmologique est la réponse la plus acceptée, mais un univers primordial connecté par des micro-trous de verre pourrait être une alternative ou un complément. Le trou de verre de Pégase 3 pourrait être la première preuve visible que le tissu de notre univers est bien plus riche et plus interconnecté que sa surface ne le laisse paraître. Au-delà de la science, une telle découverte a des implications philosophiques profondes. Elle touche à la question fondamentale de notre place dans le cosmos. Depuis Copernic, chaque grande avancée astronomique a eu tendance à nous rendre plus petits, plus isolés. La Terre n'est pas le centre du système solaire. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards dans une galaxie périphérique. Et notre galaxie n'est qu'une parmi des milliards d'autres. Nous semblons être une poussière insignifiante perdue dans une immensité indifférente, séparée de tout le reste par des abîmes de vide infranchissables. L'existence d'un trou de verre, d'une porte vers les étoiles, change radicalement cette perspective. L'isolement n'est peut-être pas une fatalité. L'univers n'est peut-être pas une collection d'îles inaccessibles, mais un archipel potentiellement interconnecté. Cela ne nous rend pas plus grands, mais cela nous rend moins seuls. L'idée que nous pourrions, un jour lointain, voyager vers d'autres galaxies, rencontrer d'autres mondes, d'autres formes de vie, passe du domaine du rêve à celui de la possibilité théorique. Cela redéfinit la notion même de voisinage cosmique. Notre voisin n'est peut-être pas l'étoile la plus proche, mais la galaxie de l'autre côté du passage. Cela ravive également le sentiment de merveille et de mystère. Dans un monde où nous avons cartographié chaque recoin de notre planète, l'univers nous rappelle qu'il existe encore des terra incognita, des territoires inexplorés, non pas à la surface d'un monde, mais dans la structure même de la réalité. C'est une invitation à l'humilité et à la curiosité. Cela nous rappelle que, malgré tout ce que nous avons appris, nous ne sommes qu'au début de notre exploration. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons,
il est peut-être plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Et c'est une pensée profondément réconfortante. La confirmation et l'étude approfondie du trou de verre de Pégase, 3 nécessiteront une nouvelle génération d'instruments et de missions spatiales conçus spécifiquement pour cet objectif. Les télescopes actuels ont fait un travail extraordinaire pour détecter l'anomalie, mais nous atteignons les limites de leur capacité. À court terme, les astronomes prévoient d'utiliser la technique de l'interférométrie à très longue base, VLBI. En combinant les signaux de radiotélescopes répartis sur toute la planète, on peut créer un télescope virtuel de la taille de la Terre, capable d'obtenir des images d'une résolution phénoménale. L'objectif serait de tenter de résoudre visuellement l'anneau d'Einstein autour de l'embouchure, ce qui serait une preuve quasi directe. À plus long terme, on imagine des projets plus ambitieux. Un télescope à lentilles gravitationnelles solaires, par exemple. En plaçant un télescope à une distance précise du Soleil, environ 550 fois la distance Terre-Soleil, on pourrait utiliser la gravité du Soleil comme une lentille naturelle gigantesque pour observer Pégase 3 avec un niveau de détail inimaginable, peut-être suffisant pour voir des structures à l'intérieur de l'image de l'autre côté. Mais le rêve ultime, bien sûr, serait d'envoyer une sonde. Ce serait le projet le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Étant donné la distance, même avec des technologies de propulsion avancées comme les voiles solaires ou la propulsion par fusion, le voyage pour atteindre l'amas prendrait des milliers, voire des millions d'années. Ce serait une mission générationnelle, une bouteille à la mer lancée par une génération pour une lointaine postérité. La sonde, une fois sur place, pourrait étudier l'embouchure de près, mesurer ses propriétés, et peut-être même envoyer une microsonde à l'intérieur pour un premier aperçu de la gorge. C'est de la science-fiction aujourd'hui, mais les grands projets dorment toujours par des rêves. La découverte d'un trou de verre traversable pourrait également apporter une réponse inattendue à l'un des plus grands paradoxes de la physique moderne, le paradoxe de l'information des trous noirs. Formulé par Stephen Hawking, ce paradoxe est simple à énoncer, mais incroyablement complexe à résoudre. La mécanique quantique stipule que l'information, la description complète d'un système physique, ne peut jamais être détruite. Or, si vous jetez un objet, comme un livre, dans un trou noir, l'information qu'il contient semble disparaître à jamais de notre univers. Hawking a montré que les trous noirs évaporent lentement en émettant un rayonnement, le rayonnement de Hawking, mais ce rayonnement semble être purement thermique et ne contient aucune information sur ce qui est tombé dedans. Alors, où va l'information ? Des décennies de débats n'ont pas permis de résoudre ce conflit fondamental entre la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous de verre offrent une sortie de secours élégante. Et si les trous noirs n'étaient pas des impasses, mais l'une des deux embouchures d'un trou de verre? Dans ce scénario, popularisé par la théorie ER égale EPR, qui suggère un lien profond entre les trous de verre et l'intrication quantique, l'information ne serait pas détruite. Elle traverserait simplement la gorge du trou de verre pour ressortir ailleurs, peut-être dans une autre région de notre univers ou dans un univers parallèle. Le trou noir ne serait plus un destructeur d'informations, mais un téléporteur d'informations. Le trou de verre de Pégase 3, qui semble être une entité distincte d'un trou noir, ne résout pas directement le paradoxe. Mais en prouvant que les ponts spatio-temporels peuvent exister de manière stable, il rend l'hypothèse des trous noirs comme étant des trous de verre beaucoup plus plausible. Il suggère que la nature a peut-être trouvé un moyen de respecter les lois de la mécanique quantique, même dans les conditions les plus extrêmes, en utilisant la topologie complexe de l'espace-temps. Malgré l'enthousiasme et l'avalanche de données, il est essentiel de rester lucide sur les défis immenses qui nous attendent. Confirmer de manière irréfutable l'existence du trou de verre de Pégase
3 sera un processus long et ardu. Le défi principal reste le caractère indirect de la détection. Tout ce que nous observons, c'est un effet gravitationnel. Bien que l'hypothèse du trou de verre soit actuellement la meilleure explication, nous ne pouvons pas exclure à 100% qu'un phénomène physique nouveau et inconnu, n'ayant rien à voir avec un trou de verre, puisse imiter cette signature. La science doit rester ouverte à cette possibilité. Un autre défi est la distance. Pégase 3 est à des centaines de millions d'années-lumière. La lumière que nous analysons aujourd'hui a quitté cet amas lorsque les premiers amphibiens sortaient de l'eau sur Terre. Nous observons l'objet tel qu'il était dans un passé lointain. Est-il toujours là? A-t-il changé? Nous ne pouvons pas le savoir en temps réel. De plus, la précision requise pour ces mesures est à la limite absolue de notre technologie. La moindre erreur systématique dans l'étalonnage d'un télescope ou dans les modèles que nous utilisons pour soustraire les effets de notre propre galaxie pourrait potentiellement fausser les résultats. C'est pourquoi la vérification indépendante par de multiples équipes et instruments est si cruciale. Enfin, il y a le défi théorique. Nos modèles de trous de verre sont encore basés sur une physique incomplète. Sans une théorie de la gravité quantique, nous naviguons à vue. Il est possible que nos modèles actuels soient une simplification excessive de la réalité. Le chemin vers la certitude est encore long. Il sera pavé de débats, de controverses et probablement de nouvelles surprises. Mais c'est cette quête, cette confrontation patiente entre la théorie et l'observation, qui est l'essence même de l'aventure scientifique. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration, prenons un dernier instant pour contempler la signification de cette découverte. Le trou de verre de Pégase 3, qu'il soit finalement confirmé ou qu'il se révèle être autre chose d'encore plus étrange, a déjà changé notre rapport à l'univers. Il nous a rappelé que le cosmos est un lieu de possibilités infinies, un endroit où les concepts les plus fous de notre imagination peuvent trouver une incarnation réelle. Pendant des siècles, nous avons levé les yeux vers le ciel et y avons vu des lumières lointaines et inaccessibles. Nous avons tracé des lignes entre les étoiles pour y dessiner nos mythes, mais le ciel restait une toile de fond, une décoration magnifique mais distante. Cette découverte fissure cette toile de fond. Elle suggère que l'espace n'est pas une simple étendue, mais une structure dynamique, pliable, pleine de passages secrets et de géométrie cachée. La porte a été entr'ouverte. Même si nous ne pouvons pas encore la franchir, le simple fait de savoir qu'elle est là change tout. C'est une promesse, une destination pour les rêves des générations futures. C'est un rappel que l'humanité, malgré ses conflits et ses difficultés, fait partie d'une histoire bien plus grande, une histoire cosmique qui ne fait que commencer. Le silence de l'espace n'est peut-être pas le silence du vide, mais le silence d'une bibliothèque immense dont nous commençons à peine à apprendre à lire les titres. Le trou de verre de Pégase 3 est le premier livre que nous avons réussi à sortir du rayon, et son titre est une promesse d'aventure inimaginable. Le voyage ne fait que commencer. Nous voilà au terme de notre voyage. Nous avons commencé par une simple anomalie lumineuse dans un amas de galaxies lointains, et nous avons abouti aux frontières de la physique face à une possibilité qui redéfinit notre place dans l'univers. La détection d'un candidat trou de verre stable dans Pégase 3 n'est pas une fin en soi, mais un commencement. C'est la preuve que le tissu de la réalité est plus riche, plus complexe et plus mystérieux que nous n'aurions jamais osé le croire. C'est une invitation à rêver plus grand, à chercher plus loin et à ne jamais cesser de questionner. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'inconnu. Si ce voyage à travers l'espace, le temps et les idées vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations cosmiques.
Et maintenant, nous nous tournons vers vous. La question qui se pose est vertigineuse, mais nous voulons connaître votre réponse. Si vous aviez la possibilité d'emprunter ce passage, en laissant tout derrière vous, où espéreriez-vous arriver? Dites-le nous dans les commentaires.